Mais je vais répéter un peu ce que Myriam a dit. C'est à chaque fois un immense plaisir d'être ici, non seulement pour Montréal, mais aussi pour être en contact avec cette équipe qui me semble très dynamique, ouverte, avec beaucoup d'expertise et apparemment avec beaucoup de plaisir au travail. Et aussi merci au projet de Literature and Media Innovation. Sans le financement de ce projet, je ne serais pas ici. Voilà. Et merci à mes collègues belges qui sont ici. Dans Unoriginal Genius, Marjorie Perloff affirme que l'écriture au XXIe siècle tient moins de l'invention que de la réutilisation du matériel textuel. Une pratique littéraire qu'elle appelle « moving information », information mouvante et émouvante, et qui est décrite par son disciple Kenneth Goldsmith, auteur de Uncreative Writing, comme « the act of pushing language around as well as the act of being emotionally moved by that process ». Le terme « moving information » est particulièrement adapté au théâtre, notamment parce que l'espace de performance ajoute un troisième sens aux deux déjà mentionnés. L'information n'est pas seulement mise en mouvement par les auteurs et ne fait pas qu'émouvoir le public, elle semble également se mouvoir d'elle-même sur la scène. Je pense que trois aspects de l'information émouvante ou mouvante sont fortement liés à l'auteur en tant que processeur de données. C'est juste une gamme de modèles doctorialité entre l'auteur et le processeur de données. Alors, ces trois aspects sont, premièrement, un aspect technologique, la transcodabilité des données textuelles, ou peut-être plutôt la discrétisation. Deuxièmement, un aspect compositionnel, leur réécriture ou la citationnalité. Et troisièmement, un aspect théâtral, leur kinétique. Techniquement, l'information mouvante ou le transcodage est ce qui fait la nouveauté, je pense, des nouveaux médias. Et selon Goldsmith, le transcodage est un jeu d'enfant. Text typed into a Microsoft Word document can be parsed into a database, visually morphed in Photoshop, animated in Flash, pumped into online text mangling engines, spammed to thousands of email addresses, and imported into a sound editing program and spit out as music. Le transcodage repose sur le sampling, la fragmentation de l'information en petites unités uniformes, dans le cadre d'un processus culturel et historique continu que Bernard Stiegler appelle la discrétisation. Et je le cite, le processus par lequel les courants et continuités qui façonnent nos vies deviennent des éléments discrets. Par exemple, l'écriture en tant que dissection du flux du discours en éléments discrets. Les unités uniformes exprimées en code binaire, que nous appelons données, peuvent être transcodées dans, et j'ajoute, soi-disant, pensant à Marcello, soi-disant dans n'importe quel autre média numérique et connectées à n'importe quelle autre donnée. Pour la première fois aujourd'hui, il semble, d'une façon systématique, une technologie d'écriture fonctionne également comme un fournisseur d'informations qui, de surcroît, peuvent être manipulées. L'ordinateur concentre les fonctions de stockage, de traitement et de production de données en intégrant la base de données d'Internet dans les processus d'écriture. Peut-être plus que le texte, comme le dit Barthes, l'ordinateur, ou mieux encore l'auteur en tant que processeur de données, est, et je le cite, un espace à dimensions multiples où se marient et se contestent des écritures variées dont aucune n'est originelle. Le texte est un tissu de citations issu de 1000 foyers de la culture. Voilà, on peut remplacer le texte peut-être par le processeur de données. Davantage que le transcodage, les avantages de la discrétisation peuvent expliquer ce qui pousse les auteurs contemporains à mouvoir l'information.
En effet, le fait de disposer de bases de données invite à une poétique du XXIe siècle de la citationnalité, citationality, comme Marjorie Perloff rebaptise l'idée de réécriture d'Antoine Compagnon. Perloff dit « Réécriture is the logical form of writing in the age of literally mobile or transferable text ». Elle met « writing » en guillemets. Text that can be readily moved from one digital site to another or from print to screen, that can be appropriated, transformed or hidden by all sorts of means and for all sorts of purposes. En quoi la réécriture ou la citationnalité serait-elle si intéressante pour les auteurs qu'ils soient prêts à devenir de simples processeurs de données? Andrew Epstein cite entre autres le désir de corriger ou de résister au discours dominant, et j'ajouterai au canon. Reproducing, assembling and hijacking them. Ce qui soulève alors de nouvelles questions. Quel type de langage ces écrivains ou artistes animent-ils? D'où et pourquoi? Dans leur dérive, les auteurs processeurs de données vagabondent de façon plus virtuelle que physique, en amassant des objets textuels de tous les genres et formats numériques possibles, ravis de ce qu'ils ont trouvé. J'ai lu un jour que lorsque de jeunes enfants jouent avec des jouets, ils testent en fait s'ils peuvent les casser. Un peu plus grands, ils réalisent de nouvelles constructions avec tout objet qu'ils jugent approprié, quel que soit le but initial de cet objet. La poétique de la citationnalité, c'est comme soumettre les objets culturels à une sorte de crash test, puis les réutiliser, surtout s'ils sont prétendument incassables, comme Shakespeare. Le texte dans le théâtre post-dramatique n'a pas quitté la scène, comme on le proclame si souvent, mais ce sont simplement ses modes de production, ses fonctions et ses apparences qui ont changé. Inspiré par l'idée de Joseph Roach that kinesis has become more important than mimesis in contemporary performance, Matt Cornish distingue le playtext, le texte de théâtre conventionnel, de ce qu'il appelle les kinetic texts. Les textes kinétiques, il dit, sont themselves objects in motion. They possess kinetic energy, living through performance. As printed or just handwritten or saved as Microsoft Word documents, these texts neither represent performance nor encourage representation in theatrical presentations. The worlds they present are not whole. Often created through performance, comme avec le page, le visuel au moins, le processuel, often created through performance, kinetic texts exist between forms and categories, read first as rules for improvisation and more closely as literature, then for the sounds of the words, reverberating objects drained of symbolism, and then again for their instrumentality. Jerome Fletcher suggère également que rather than seeing the digital text as the end point, the outcome of the digital device or apparatus, we can consider the question of how writing performs through the entire apparatus or device, par lequel il veut dire le dispositif. Ne serait-ce cependant pas tout aussi pertinent d'inverser la question de Fletcher? Comment l'ordinateur, en tant que dispositif, agit dans l'écriture d'une performance et pour une performance? Hormis les observations qui affirment que le texte a été symboliquement déplacé dans le théâtre post-dramatique, à quoi ressemble la kinétique plus littérale du texte? Comment les textes se meuvent-ils sur la scène médiatique? Que meuvent-ils, que émeuvent-ils éventuellement et pourquoi? Il existe grosso modo deux options. Soit le langage de la machine, le code, ou le langage naturel, est écrit mot pour mot et édité en temps réel. Soit le texte est composé en temps réel aussi, mais par la combinaison de données textuelles déjà disponibles.
ce qui est le cas dans A Piece of Work de la New-Yorkoise Annie Dorson. Une réécriture algorithmique de Hamlet, la réponse à la question de savoir d'où les données textuelles ont été déplacées est on ne peut plus évidente, mais soulève immédiatement une nouvelle question. Qui oserait réduire Hamlet à des données that the computer can understand, pour citer Catherine Hales? En effet, comme les ordinateurs ne sont pas très intelligents, Dorson et ses co-auteurs humains ont d'abord découpé les parties ennuyeuses de Hamlet, afin que leurs algorithmes ne les reproduisent pas sur scène. Comment, dès lors, d'un point de vue compositionnel, ces données shakespeariennes discrétisées deviennent-elles l'objet de la citationnalité et par conséquent aussi le sujet? Une caractéristique du glissement de l'auteur au processeur de données est que le programme d'une performance, ce qu'on reçoit avant la performance, n'explique pas Hamlet, mais la logique de sa réécriture. Ainsi, Dorson explique dans le programme: We have divided this performance into 5 parts, following the original 5 acts of Shakespeare. 5 passes through the text, using 5 distinct principles of algorithmic rewriting. First, excerpt 5% of the play by length, skipping through the scenes in order. 2. Sort lines of the play by keyword, snaking through the play, finding repetitions and echoes. Troisième acte, parse all the soliloquies, looking for grammatical structures. Replace nouns with other nouns and verbs with other verbs. Group selections of the most used grammatical phrases. Act 4, generate new scenes by resequencing words. Et cinquième acte, generate a new final scene by resequencing letters. Quel est l'intérêt de la réécriture de Hamlet dans le cas présent? Comme le fait remarquer Ayana Djukan, les algorithmes sont normalement conçus pour rendre les mégadonnées intelligibles pour les hommes, alors que les algorithmes de Dorson et son équipe rendent inintelligibles en le réécrivant, c'est-à-dire en le réordonnant, une petite base de données de Shakespeare qui était compréhensible à l'origine. A Piece of Work désarticule, pour reprendre les termes de Djukan, le texte d'un personnage extrêmement articulé et canonique. Ou devrais-je parler d'un être? Après tout, une tradition humaniste des études littéraires soutient l'idée que Hamlet est le siège de la conscience humaine plutôt qu'un texte. À présent, examinons comment les données textuelles de Hamlet s'émeuvent et meuvent sur la scène dans A Piece of Work. Ceci est une partie d'une compilation, alors vous allez voir un cut noir, c'est parce que c'est une compilation. Books, they one may smile, that you then be so in Denmark. Yes, it is a view from the book and smile. Alors, le brouillard, c'est le spectre. Ben, je vous montre 1 minute et demie, évidemment, c'est la durée aussi qui fait une partie de l'effet. La projection d'un texte sur un écran est la façon la plus courante qu'utilisent les médiaturgies pour objectiver un texte. Ici, en l'occurrence, le texte de la pièce, y compris les didascalies. Les données textuelles sont également transcodées dans d'autres médias, notamment des voix de synthèse, ainsi que par métaphore, et ça vous n'avez pas vu, au moyen d'un écouteur et d'un cerveau, une voix humaine. Annie Dorson reprend quasi littéralement le titre de The Hamlet Machine de l'auteur post-dramatique d'avant la lettre Heiner Müller,
en exposant le dispositif théâtral comme une machine. Une machine qui produit un effet de présence et de conscience au moyen de médias à la fois humains et non humains, numériques et mécaniques qui font office de performeurs. Le texte, l'éclairage, le son, un acteur, un générateur de brouillard. Avec le code numérique projeté qui débute et termine la performance, et la structure entre les débuts et la fin, Dawson rend explicite le métaniveau du théâtre en tant que machine. Elle aborde ainsi le texte Hamlet de Shakespeare comme un ensemble de données textuelles transformables qui peuvent être mises en scène au moyen d'un ordinateur faisant office de co-auteur, un coprocesseur de données, qui n'empêche pas Dawson d'assumer simultanément le rôle d'auteur. Mais ici, je veux dire auteur, pas dans le sens de author, écrivain, mais dans le sens d'auteur, metteur en scène, par analogie avec l'auteur du cinéma. Au contraire, le fait de transformer en données ce texte littéraire par excellence, puis de le soumettre à un crash test qui recalibre les paramètres théâtraux pour voir à quel point il peut se désagréger, contribue manifestement à asseoir sa réputation d'auteur de théâtre, dans le sens de auteur comme auteur de cinéma. Metteur en scène diplômé de la plutôt conventionnelle Yale School of Drama, Dawson confesse « Maybe I wanted to kill Hamlet ». Tuer Hamlet ne signifie pas, peut-être pas tant tuer Shakespeare que tuer une tradition théâtrale qui attribue tant d'importance à un auteur mort et a tendance à dogmatiser sa lecture humaniste des textes. Shakespeare a déjà été tué plusieurs fois, par exemple par le dramaturge post-dramatique belge Paul Pouveur, dans sa pièce « Shakespeare is dead, get over it ». Moi aussi, je suis complice avec metteur en scène Lucas van der Vost d'avoir tué, d'une certaine façon, Shakespeare, du moins selon certains critiques, quand j'ai collaboré en tant que dramaturge de la compagnie de théâtre belge de Tête à ce qu'on pourrait qualifier de performance algorithmique lo-fi à partir d'une base de données artisanale de Shakespeare. Mais quelle façon plus évidente et outrageuse de tuer Shakespeare, ou ce que l'on identifie, du moins toujours dans de nombreuses formations théâtrales, comme l'essence de l'humanité, que de le soumettre, comme Annie Dawson l'a fait, au crash test de la technologie. Merci.